L'Ukraine reçoit des équipements militaires occidentaux pour faire face au risque d'une attaque russe. Côté russe, on déploie aussi des armes dans la zone. En Italie, Silvio Berlusconi retire sa candidature au poste de président de la République. L'élection est censée se tenir ce lundi pour désigner le successeur de Sergio Mattarella. Un nouveau président pour la CDU, le parti conservateur allemand. Friedrich Merz va tenter de relancer ce parti, désormais dans l'opposition, après 16 années de pouvoir d'Angela Merkel. Des manifestations anti-pass vaccinal dans plusieurs pays européens et dans le même temps un variant Omicron qui touche toujours plus de monde. Dans ce journal, nous irons en Suède, en Russie et en Espagne. Reportage près de Naples en Italie dans un atelier de couture qui emploie des femmes migrantes, leur offrant ainsi l'espoir d'une vie meilleure. L'arrivée ce samedi d'un premier convoi d'aide militaire envoyé par les États-Unis à l'Ukraine. Une aide destinée, je cite, à renforcer les capacités de défense de l'armée ukrainienne face à l'agression croissante russe. Ce sont les mots utilisés par l'ambassade américaine à Kiev. Plus tôt dans la semaine, c'est la Grande-Bretagne qui s'est engagée à fournir des armes à l'Ukraine. Une décision justifiée par le ministre britannique de la Défense qui a parlé d'un comportement de plus en plus menaçant de la Russie. Dans le nord-est de l'Ukraine, à proximité de la frontière russe, les gardes-frontières font leur patrouille dans un froid glacial. Nous avons déployé des équipements spéciaux, dit cet officier. Il y a des caméras de surveillance un peu partout. Cela nous permettra de repérer les premiers signes d'une attaque et donc de pouvoir alerter les forces armées qui enverront alors un soutien défensif. De son côté, la Russie déploie aussi des armes dans la zone. Ici, ce sont des avions de chasse qui pourraient être utilisés dans le cadre d'exercices d'entraînement prévus dans les prochaines semaines au Bélarus. Sur le terrain diplomatique, les ministres russes et américains des Affaires étrangères ont prévu de se revoir la semaine prochaine après un entretien ce vendredi à Genève. À charge pour eux d'essayer de faire baisser la tension autour de l'Ukraine. En Italie, Silvio Berlusconi renonce à sa candidature au poste de président de la République. L'élection est censée se tenir ce lundi. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui âgé de 85 ans, a fait savoir ce samedi qu'il se retirait de la course et le cavaliérait d'invoquer un esprit de responsabilité nationale. Cela dit, plusieurs observateurs estimaient qu'il ne disposait pas des voix nécessaires pour accéder à ce poste prestigieux de président. Car cette élection n'implique que les sénateurs, les députés et des représentants régionaux. Et sans doute, le fondateur de Forza Italia n'était-il pas en mesure de rassembler sous son nom. Les nombreux scandales qui ont entaché son parcours politique ont laissé des traces. En tout cas, cette défection de Silvio Berlusconi devrait laisser le champ libre au seul autre candidat déclaré, Mario Draghi, actuel Premier ministre. Mais voilà, Berlusconi, en jetant l'éponge, a aussi dit qu'il fallait que Draghi reste à son poste de chef du gouvernement jusqu'aux élections législatives de 2023. Alors qui pour succéder à Sergio Mattarella? La réponse à partir de lundi. En Allemagne, le parti conservateur CDU a élu ce samedi son nouveau président. Il s'agit de Friedrich Merz, cadre de l'Union chrétienne-démocrate, ancien avocat d'affaires. Il a été désigné par les délégués du parti réunis en congrès en visioconférence. 95% des suffrages pour Friedrich Merz, qui était en fait le seul candidat en lice. Et il avait déjà été adoubé par les membres de la CDU en décembre. Son élection ce samedi ne faisait donc aucun doute. Sa première déclaration était pour remercier les délégués du parti l'ayant désigné. « Je suis touché par un tel résultat qui m'engage », a-t-il dit. Âgé de 66 ans, Friedrich Merz avait tenté par 2 fois de prendre les rênes du parti, mais il s'était alors heurté à Angela Merkel. Le long règne de la chancelière a pris fin cet automne avec une défaite historique de la CDU aux législatives. Le nouveau président du parti compte renouer avec une ligne plus conservatrice. Dans plusieurs pays européens, des manifestations anti-pass vaccinal étaient organisées ce samedi. C'était le cas en France et en Suède, comme on le voit sur ces images. Des rassemblements organisés dans les 2 plus grandes villes du pays, Stockholm et Göteborg. Des milliers de personnes y ont participé. La mobilisation avait été initiée notamment par un groupe baptisé le Mouvement pour la Liberté. La Suède a introduit le pass vaccinal le 1er décembre. Plus de 83% des Suédois de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés. En Russie, un nouveau record quotidien de contamination a été battu ce samedi. Plus de 57 000 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres officiels. En dépit de ces statistiques préoccupantes et des appels du président Poutine lui-même, la population tarde à se faire vacciner.
Moins de la moitié des Russes ont un schéma vaccinal complet, alors même que le pays dispose de plusieurs vaccins de sa propre conception, dont le Sputnik V. On termine ce tour d'horizon par l'Espagne, où le nombre des contaminations est reparti à la hausse ce samedi après 3 jours consécutifs de baisse. Les autorités espéraient avoir atteint le pic de la 6e vague entamée en octobre. Les derniers chiffres viennent doucher cet optimisme. Ce ministre explique qu'environ 10% des personnes inscrites à la sécurité sociale sont aujourd'hui positives au Covid et donc en arrêt maladie. Ici comme ailleurs en Europe, c'est le variant Omicron qui se répand à grande vitesse. La pression reste forte sur les hôpitaux, même si plus de 80% des Espagnols sont complètement vaccinés. Un rassemblement contre les talibans devant le ministère des Affaires étrangères à Oslo, en Norvège, où doivent débuter ce dimanche des discussions entre des représentants de l'émirat islamique et des diplomates occidentaux. Les protestataires y voient une légitimation d'un régime qui n'a cessé de bafouer les droits depuis son récent retour au pouvoir en Afghanistan. Nous ne voulons pas des talibans qui figurent sur la liste noire des terroristes aux États-Unis. Pourquoi négocier avec eux, dit cette manifestante. Pour la chef de la diplomatie norvégienne, ces discussions visent avant tout à intensifier la pression sur le régime taliban. Il ne s'agit en aucun cas de reconnaître le coup d'État qui a eu lieu en Afghanistan, dit-elle. Nous allons formuler des demandes fortes aux talibans, même si nous ne savons pas s'ils les mettront en œuvre par la suite. La délégation talibane sera composée d'une quinzaine de personnes, uniquement des hommes. Le but de leur porte-parole, convaincre les Occidentaux que les talibans ont bien changé. L'émirat islamique, dit-il, a pris des mesures pour satisfaire les exigences du monde occidental. Nous espérons renforcer nos relations diplomatiques avec tous les pays, y compris les pays européens et l'Occident en général. Et nous souhaitons changer l'atmosphère guerrière en situation pacifique. Les Occidentaux s'inquiètent en particulier pour les droits des femmes en Afghanistan. 2 militantes ont récemment disparu après avoir participé à des manifestations. L'aventurier français Jean-Jacques Savin, qui tentait de traverser l'Atlantique à la rame, a été retrouvé mort ce samedi dans son canot. Il avait quitté le Portugal le 1er janvier, direction les Antilles, mais il avait dû faire face à des éléments contraires. Il venait de déclencher ses balises de détresse. On ignore les circonstances exactes du décès. Jean-Jacques Savin venait d'avoir 75 ans. Il s'était fait connaître en 2019 en traversant l'Atlantique dans une sorte de tonneau poussé par les vents et les courants. Pour la première fois, un Britannique s'impose en Coupe du Monde de ski alpin. Dave Ryding a brillé samedi lors du slalom de Kitzbühel en Autriche, où il a devancé les Norvégiens Lukas Braten et Henrik Kristoffersen. Le tracé délicat a compliqué la tâche de nombreux skieurs, dont le Français Alexis Pinturo, qui est sorti de piste. Vainqueur surprise, Dave Ryding, 35 ans, ne comptait jusqu'à présent que 2 podiums en slalom. De la couture pour renouer avec l'espoir d'une vie meilleure. À Caserta, près de Naples, cet atelier emploie 8 femmes migrantes aux origines et aux parcours différents. Un travail qui leur offre l'opportunité de s'intégrer dans la société, d'être libres et indépendantes, et ainsi d'échapper à la traite d'êtres humains en plein essor sur les routes migratoires en Europe. Baptisée New Hope, cette coopérative a été lancée il y a près de 20 ans, rappelle sa présidente. En 2004, après une commande de 1000 sacs effectuée par l'administration régionale, nous avons eu la force et le courage d'investir les bénéfices afin de donner à ces femmes la possibilité de continuer à rêver à travers cet atelier de couture. Aujourd'hui, l'atelier ouvre ses portes à toutes celles qui souhaitent prendre leur vie en main, oublier le passé pour se projeter vers l'avenir. C'est le credo de ces femmes qui, à travers leur travail, espèrent aussi transmettre un message. Ici, chaque produit que nous confectionnons parle de quelque chose, envoie un message, souligne cet employé. Il y a de l'espoir, il y a de l'expérience. Nous essayons d'expliquer beaucoup de choses aux gens. De l'obscurité du passé aux couleurs d'une nouvelle vie. Pour ces femmes, cette fabrique n'est pas seulement un moyen d'être indépendante financièrement, elle leur offre aussi la possibilité de se libérer de l'oppression. Nous voulons être un exemple, dit la présidente de la coopérative. Les femmes sont assez fortes pour poursuivre leurs rêves, pour être les protagonistes de leur propre vie, de leur vie familiale, non seulement en tant que mère et épouse, mais aussi en tant que femme indépendante avec leur propre travail. Chaque produit de cette boutique raconte l'histoire d'une femme qui croit en la possibilité de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit migrante ou italienne. J'ai choisi de démissionner d'une agence de marketing pour venir travailler dans cette coopérative. J'ai fait ce choix avec mon cœur. C'est agréable de voir les sourires revenir sur les visages de ces femmes lorsqu'elles peuvent reprendre leur vie en main grâce à leur travail.
Derrière chaque femme et derrière chaque produit, il y a une histoire et un nouvel espoir. C'est la philosophie de la coopérative New Hope.